La famille, alors ce soir on va parler d'un chien qui, je dirais, fait partie des incontournables. Un chien de légende. Il est impressionnant. Ouais. Très utilisé, délaissé au profit de l'industrialisation, très à la mode, moins à la mode, sans queue, avec queue. Mais où en est le Rottweiler aujourd'hui? On va parler de ça tout de suite, c'est parti. Alors pour ce chien qui, comme je le disais, est quand même un classique, Encore un classique. j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, avec la participation exceptionnelle de Florent de Josso. Qui? Florent, c'est d'abord un éleveur, mais c'est surtout une personne qui a amené un Rottweiler en Ring 3, le plus haut niveau du ring. Il va nous parler de sa vision du Rott en général, des lignées de travail, de l'évolution de la race. Donc restez jusqu'au bout parce que c'est vraiment une interview exceptionnelle et je suis très heureux qu'il ait accepté de participer. Mais d'abord, un peu d'histoire. Donc pour le Rottweiler, il faut remonter à environ 2000 ans, à l'époque des Romains. Tu vois cette carte, Maximus? C'est le monde que j'ai créé. On a déjà parlé des mastifs que les Romains utilisaient, notamment dans la vidéo de l'American Molossus, que je vous conseille d'aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Donc quand les Romains ont envahi ce qu'on appelle aujourd'hui la Suisse, ils avaient avec eux des mastifs qui leur servaient à guider les troupeaux de bovins. Ils servaient aussi à la protection des troupeaux contre les prédateurs et contre les voleurs. Et oui, c'était des campagnes très longues, donc les Romains étaient bien obligés de pratiquer l'élevage pour nourrir leurs nombreuses troupes. Et donc ils avaient ces mastifs qui étaient spécialisés pour la garde des bovins. Ils se sont ensuite installés un peu plus au nord, dans la ville d'Arae Flaviae, aujourd'hui connue sous le nom de Rottweil, dans l'actuelle Allemagne. Après la chute de l'Empire romain, donc ces chiens sont restés dans la ville de Rottweil et les alentours, et donc de par leur qualité, ils ont logiquement été utilisés par les bouchers pour conduire les vaches notamment à l'abattoir. Ils étaient aussi utilisés pour tracter des gros chariots de viande. On dit aussi que les vendeurs de bovins, après une journée de vente, plaçaient le sac avec la recette du jour autour du cou de leur chien. Donc ce qui confirme qu'ils avaient probablement déjà un côté très intimidant. Au cours de cette période, plusieurs croisements ont eu lieu. Ils ont notamment été croisés avec le grand bouvier suisse, le bouvier bernois, le bouvier de Lentelbusch et le bouvier de l'Appenzell. Donc tout ça, ce sont des chiens de la région suisse-allemande de l'époque. Donc au passage, je précise que le mot bouvier vient du latin bovius qui voulait dire gardien de bœuf. Donc on est bien dans cette utilité-là. Pendant la révolution industrielle, donc de 1760 à 1840, les bouchers et vendeurs de bovins se sont équipés de véhicules et les Rottweilers ont perdu de leur utilité. Ils ont presque failli disparaître. Heureusement, des amateurs de la race et de ses qualités exceptionnelles ont continué l'élevage. Il n'y a cependant pas de documentation qui montre à quoi ces chiens ressemblaient à l'époque. On est quasi sûr qu'ils avaient une apparence différente de maintenant. Dans les années 1920, la police allemande a commencé à utiliser les Rottweilers, entre autres. Il s'est fait sa place donc au milieu des bergers allemands, des Dobermann, des Boxers, qui, je le rappelle, est un chien d'origine allemande, et des Airedale Terriers. Et c'est aussi à cette époque que la race s'est développée à l'international et a trouvé sa place dans les foyers. L'AKC aux États-Unis a reconnu la race en 1931, donc nous sommes en phase de ce qu'on peut considérer comme une vieille race. Au niveau utilité, donc la police, je l'ai dit, ensuite ils étaient toujours utilisés pour la garde de bovins par certains fermiers, mais ils ont aussi été utilisés par les militaires, notamment pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas ma guerre! Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Dans les années 80 et 90, ils ont été activement utilisés comme chiens de police, notamment aux États-Unis aussi. Mais ils ont rapidement été délaissés pour d'autres races. Alors les raisons, il y a deux raisons principales à ça. C'était premièrement l'endurance. Dans le cas de très longues courses-poursuites, ils avaient un peu du mal de par leur poids, forcément. Et puis la deuxième raison, c'est qu'ils ont un petit déficit de l'attention qui peut apparaître de temps en temps. Et donc ça, c'est pas tolérable dans les unités de police. Il a cependant été très longtemps populaire en tant que chien de sécurité ou gardien d'entrepôt de zones industrielles. Son côté intimidant et son grognement de l'espace, on écoute ça tout de suite. On a calmé plus d'un. Il a aussi connu une très grosse popularité dans les années 90, notamment en France aussi. Alors ça s'explique pas, c'était juste, c'était un chien à la mode. On l'a aussi vu apparaître dans des films comme dans L'Arme Fatale.
Cette popularité a un peu diminué, mais ses qualités aussi bien physiques que mentales, qui sont exceptionnelles, il faut le dire, ont fait qu'il a toujours eu des fans. Voilà, c'est ce qui explique qu'il est toujours là aujourd'hui. Donc il traverse les époques, les utilités, les modes, mais il est toujours bien là. Je l'ai vu récemment, là, j'ai vu Kendrick Lamar entraîner son rot avec Jazz de Cali K9 par exemple. Donc voilà, il est toujours là. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'élevage, de l'utilité, de l'évolution de la race tout simplement ? On va voir ça avec Florent tout de suite, c'est parti. Pour faire travailler un chien, quelle que soit l'utilité, il faut passer par le dressage. Donc déjà, j'aimerais savoir comment on définit l'activité de dressage pour un chien et en quoi le rot peut s'épanouir dans cette activité. Il y a l'éducation et il y a le dressage. Et donc l'éducation, c'est assis, couché, donne la patte, fait une roulade, pas de problème. Ce que 99% des gens font en France ou dans le monde avec leur chien. Et c'est très bien. Le dressage, on va pousser un peu plus dans des comportements souvent innés du chien. Donc des atavismes, par exemple le border, c'est le chien de troupeau, on va aller faire du troupeau avec. Le malinois, on va faire des rings, soyons honnêtes. Et le rot, c'est un chien qui peut un peu tout faire. C'est pas une Ferrari, c'est-à-dire que c'est pas le meilleur dans tout, mais c'est un chien qui peut tout faire. Que ça soit du mordant, dans toutes les disciplines de mordant possibles et imaginables, que ce soit même en sécurité, un chien d'intervention pour la police, etc., même s'ils sont très peu utilisés, ils peuvent. Un chien de recherche, que ça soit pareil. Que ça soit de la recherche de personnes perdues en forêt, donc du questage, ou de la recherche de stupéfiants, quelles qu'elles soient. Ou alors des disciplines sportives, comme ce qu'on appelle la recherche utilitaire, le pistage français, pistage FCI, donc des disciplines d'olfaction, et des disciplines d'obéissance. Et ils peuvent absolument tout faire. J'en connais même qui en rot font du dog dancing et à haut niveau. Et ils arrivent à faire des choses incroyables avec leur rot. Je sais qu'aux États-Unis, il y a même plusieurs rots qui sont utilisés pour détecter les crises d'épilepsie. Là, je me penche de plus en plus sur la question parce que j'ai ma nièce qui est épileptique. Et donc, je me penche de plus en plus sur la question pour dresser un de mes chiens pour elle. Tu vois, ils peuvent tout faire. Il suffit d'avoir envie, de prendre plaisir avec eux, et eux prendront plaisir à faire ce qu'il faut avec nous. Et pour le mordant, qui est une discipline des fois controversée, si vous voulez en savoir plus sur cette discipline, je vous conseille d'aller voir mon interview de Samuel Leclerc. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir. Il explique tout, il explique très bien. Qu'est-ce que ça apporte au chien ? Alors, du mordant avec son chien, que ce soit un Rottweiler ou à peu près n'importe quelle race, ça apporte une complicité outre que ce qu'on peut avoir dans l'éducation de tous les jours. Quand on parle de ring ou de sport de mordant à une personne lambda, les gens ils entendent quoi ? Ah, t'apprends à ton chien à mordre quelqu'un. C'est totalement faux. On apprend à notre chien à mordre un costume. Oui, ça c'est vrai. Donc je vous conseille encore une fois d'aller voir la vidéo sur le mordant avec Samuel. Il explique très bien la différence entre le mordant sportif et le mordant civil, celui utilisé donc par les soldats, par la police. Donc l'activité reine pour le mordant, donc c'est le ring, on peut dire ça. Comment ça s'est passé pour toi au début ? Moi, il faut savoir que quand j'ai commencé le rot, notamment le ring surtout, tout le monde m'a refusé. Parce que le rot, c'est pas un malinois, ça mord pas, ça saute pas, c'est un chien qui fera tout juste un brevet, donc ça vaut rien. De ce fait, on ne prend pas la peine de t'entraîner. Donc cette réputation est vraie, le monde du ring, pas toujours accessible, particulièrement aux races exotiques. Un milieu, pour moi, très fermé, ouais. Si tu n'as pas un malinois de bonne lignée et que tu arrives dans 90% des clubs, on te refuse. Donc comment ça s'est fait pour toi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? J'ai eu la chance de tomber sur un mec qui m'a dit « Écoute, nous on veut bien t'entraîner, mais c'était des privés. Donc il a fallu que je le paye pour avoir la chance d'être entraîné. » Ce que j'ai fait, sans problème, pendant 2 ans avec quelqu'un que j'oublierai jamais. Et tant qui j'en serai pas là à ce moment-là, c'est Johan Hérault. Donc j'ai été entraîné pendant 2 ans, j'ai obtenu mon brevet. C'est là où je me suis acheté mon premier costume. Et que j'ai essayé sur moi, dans mon club, avec ma présidente qui était titulaire de la CAPA au mordant.
parce qu'à l'époque, je n'avais pas de CAPA, donc j'avais pas le droit de faire mordre. Mais en présence de ma présidente, j'ai pu faire mordre. Et donc, j'ai fait mordre mon chien sur moi, qui était à un moment donné conduit par ma présidente. À un moment donné, je pendais un costume à un cintre sur un filet pour l'envoyer à l'attaque. Il y a eu Yannick Camus qui m'a beaucoup aidé pour passer à Ring 2, qui m'a entraîné pendant presque 2 ans, on va dire. Les choses ont fait qu'il a arrêté. C'est comme ça que j'en suis venu à aider d'autres personnes qui ont du rot ou des exotiques à travailler leur chien. Quel niveau maximum on peut espérer atteindre avec un rot en ring? C'est le Ring 3. Moi, mon premier chien est arrivé à Ring 3, champion de France de la race en Ring 3. Après, on n'est pas nombreux. C'est sûr que c'est du travail, il faut le chien qui s'y prête, mais c'est possible. Quand je vois que moi, novice totalement, avec un chien pas du tout ligné travail, on y arrive. Et surtout que c'était un chien pas hors gabarit, mais que beaucoup disent ça peut pas le faire. Et il faisait 68 cm au garrot, 56 kg, que de muscles, et j'avais le maximum des 3 sauts en Ring 3, c'est-à-dire 1m20, 4m50 et 2m30 à la palissade. Et il a fait son dernier concours en Ring 3, là où il a obtenu son titre de champion de la race en ring. Il avait 8 ans. On a fini devant des Malinois, devant d'autres races. Donc non, on a notre place. Le rot a sa place. Bon les gars, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le ring, ça fait plaisir d'entendre qu'aujourd'hui, là maintenant, actuellement, il y a des rots qui travaillent, et bien. Donc qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait suivre un parcours similaire avec son rot? C'est plus que compliqué. Ce que je lui conseillerais déjà, c'est de voir les différentes options qu'il a autour de chez lui. Et surtout, à pas hésiter de faire de la route. C'est sûr que c'est compliqué. C'est sacrifier une journée, des fois 2, etc. Mais pas hésiter à faire de la route pour aller voir les gens qui sont aptes et surtout OK avec ça, que ce soit des professionnels ou des clubs. Tu vois, moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis président de mon club canin et j'ai des gens qui viennent, qui venaient maintenant un peu moins, mais qui venaient de Toulouse. J'ai des gens qui viennent de Montpellier. Donc ils se tapent 1 heure et demie de route pour venir entraîner leur rot chez moi. On peut dire ce qu'on veut, mais les gars et les filles qui pratiquent ces activités canines sont de vrais passionnés parce que ça demande un investissement de temps, d'argent, d'énergie énorme. Faut vraiment être passionné. Il faut beaucoup de passion, je vous le dis. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le Rottweiler, on peut parler de lignée de travail? Alors, actuellement, honnêtement, j'aimerais dire oui, mais non. En France, on n'a pas vraiment de lignée de travail. À l'étranger, en Allemagne un peu. Dans certains autres pays, on peut dire oui. Mais ça va être des lignées principalement orientées IGP, qui est une discipline internationale. Donc, avec un atavisme au mordant, ok, mais à la prise droite. Ce qui, pour nous, en ring, colle pas trop. Hormis, comme certains font, mettre le chien en haut, on le fait mordre au bras bêtement, et voilà. Mais c'est des chiens qui, rapidement, dans le ring, vont s'arrêter en brevet en 1. Et après, on peut pas aller plus loin parce que les hommes d'attaque sont beaucoup trop rapides, beaucoup trop techniques. Donc, si le chien ne fait mordre que en haut, c'est pas possible. Peut-être dans 10 ans, on pourra parler de lignée travail ring. On entend beaucoup parler de plusieurs élevages de travail, mais qu'on ne voit jamais sur les terrains de travail. On les voit que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour moi, une lignée de travail, elle va se juger à partir du moment que déjà, tes sujets sont sur les terrains de travail. Que ça soit un brevet, un 1, un 2, un 3. Là, déjà, on peut dire que déjà, tu travailles avec ton chien. Après, si tu prends ces descendants et que tu les montes aussi, alors, peut-être pas forcément en 3 parce qu'on n'arrive pas tous en 3, que ce soit en rot ou en malinois ou n'importe quelle autre race, on n'arrive pas tous en 3. Et ok,
Et là, tu prends ton petit-fils et pareil, tu travailles. Moi, tu vois, là à la maison, j'ai 2, 3, 4 générations de mon chien avec qui je suis arrivé en 3. Première génération, je suis arrivé qu'en brevet et un petit 1. Deuxième génération, pareil, brevet 1. Et là, j'ai la troisième génération, j'ai des petits-fils et petites filles de mon mâle qui sont toutes les deux en ring 2. Et j'espère, si tout se passe bien, d'ici la fin de l'année, arriver en ring 3, au moins avec le mâle. Donc, monter une lignée et de travail, c'est long. C'est un travail d'acharné, laborieux, parce que il y a le papier, mais il y a aussi le terrain. Et oui, le terrain, voilà, ça a du sens, ouais. Mais toi, alors, comment tu décrirais ta sélection? Moi, c'est une sélection orientée chien de travail en ring. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que j'ai une lignée chien de travail en ring. Bon, alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec tous les intervenants que j'ai reçus depuis le début, et ça ne change pas avec Florent, c'est que déjà, ils ne connaissent pas la langue de bois, ils ne cherchent pas à impressionner, et ils ont beaucoup d'humilité. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous êtes d'accord avec moi, envoyez des likes, parce que c'est un bon moyen de leur donner de la force. Donc dans l'élevage, on parle d'ouvrir quand on utilise des chiens de l'extérieur pour apporter du sang nouveau. Florent Vanel explique ça très bien dans la vidéo du Bull Terrier, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc toi, comment est-ce que tu ouvres? Moi, quand j'ouvre que à des chiens qui ont prouvé avec du résultat en travail. Par exemple, le chien et la chienne que j'ai en ring actuellement à niveau correct, c'est-à-dire en ring 2, ils sont issus du mariage donc d'une fille de mon chien, Irak, avec un autre chien qui s'appelle Ash Osterbomentai, qui est IGP3. Donc c'est pas la même discipline, mais malheureusement en ring on est trop peu nombreux pour pouvoir se cantonner que au ring, et qui a fait 2 championnats du monde multiraces en IGP3. Donc c'est un chien quand même qui prouve ses capacités au travail. C'est pas ma discipline, mais c'est un chien qui prouve quand même sa capacité au travail. Et ce que j'aime sur ce chien-là, c'est que contrairement à beaucoup de chiens de travail allemands, il n'est pas lourd. Parce que le problème, c'est que dans les lignées travail Roth, c'est beaucoup de l'IGP, et c'est beaucoup des chiens qui sont trop lourds pour l'utilisation en ring. Donc ce chien-là, qui a été beaucoup décrié et maintenant beaucoup utilisé, et tant mieux, parce que c'est un plus pour la race, et notamment dans le chien de travail, en France en tout cas. J'ai été le premier à l'utiliser. Okay. Et réutilisé là très récemment sur une autre chienne. Ça m'a donné 3 beaux chiots qui là ont 4 semaines et sont déjà très à l'aise, très alertes. Donc après on verra ce que ça donne par la suite, bien sûr. D'accord, donc le but serait d'allier le mental des lignées allemandes avec un physique adapté aux disciplines sportives, quoi. On a pas mal parlé de l'évolution physique du Rottweiler depuis plusieurs années, et pas forcément au bien. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis un peu mitigé là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce qu'il gagne en expo, ça me fait peur. Parce qu'en fait, et notamment dans ce qu'on appelle la classe travail, qui est pour moi une classe très importante, vu que je me casse la tête à essayer de travailler mes chiens et les sortir en compétition pour pouvoir prétendre à cette classe. Et quand toute ma carrière, notamment avec mon premier chien, on m'a toujours dit ouais, trop maigre, trop si. Trop maigre, il faisait 56 kilos. Oui, il était grand, mais il faisait 56 kilos, avec un max des 300 en ring 3. À quel moment on peut dire ce chien-là n'a pas sa place en classe travail? À quel moment ce chien-là est trop maigre pour une classe travail? À la limite, il est trop gros, oui. Trop maigre, non. Là, j'ai mon jeune mâle, je le sors même plus en expo. Il fait 43 kilos. Donc c'est ridicule. Sauf que c'est un super sauteur. Il mord très bien. Il obéit du feu de Dieu. Il est en ring 2 et en fin d'année, il devrait être en ring 3. Actuellement, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, et notamment avec la race
du Bully et tout ça, qui est un très bon chien, hein, je ne critique pas, mais on veut toujours plus gros, toujours plus massif. Maintenant, quand on arrive à des Rottweilers de 60-70 kilos, il faut qu'on m'explique comment ces chiens-là pourraient mener un troupeau. Alors ouais, ils ont des très très grosses têtes, ils ont des museaux de bulldog. Maintenant, quand je vois qu'on commence à opérer certains rots du voile du palais, le voile du palais, c'est une maladie qui est sur le bulldog, pas sur le rottweiler. Et tout ça, il faut qu'on se le mette en tête et qu'on le réfléchisse dans notre sélection. Dans les expos de beauté, beaucoup, je ne vais pas dire toutes, on essaye, nous, au niveau du club de race, de garder une certaine ligne. Mais en dehors de ça, on regarde dans une expo de beauté, un rot, c'est quoi? C'est une tête. S'il y a une très grosse tête et un tout petit museau, il gagne. Avec Irak, j'ai dû faire à peu près 200 concours de beauté dans sa carrière. Donc ça fait à peu près 20 par an. J'en ai gagné 10%. 20 par an, hein, c'est plus d'un par mois, donc on voit encore la passion, hein, parce qu'il faut les faire. Hein. Quel pays est une référence pour toi au niveau rot? C'est l'Allemagne, qui reste le club siégeur, qui ont encore de bonnes lignées de travail, même s'ils commencent à se confronter au même problème que nous en France, c'est-à-dire que la beauté est en train de tout détruire. Moi, tu vois, c'est un vieux de la vieille qui me disait ça. C'est un des rares qui m'a tendu la main quand j'ai commencé dans le ring et que personne ne voulait me tendre la main. Il m'a dit, de toute façon, la beauté, c'est dans toutes les races, c'est pareil. Ça amène rien de bon. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer donc que l'Allemagne reste le pays qui domine au niveau des lignées? C'est-à-dire qu'ils vont avoir des chiens un peu plus combatifs, parce que déjà, ils n'ont pas cette loi de 99 qui catégorise le chien. Là où il doit être amuselé, tenu en laisse, que c'est un chien dit dangereux, etc., etc. En Allemagne, ça n'existe pas, ça. Et dans tous les autres pays, d'ailleurs, ça n'existe pas. Cette loi, elle est typiquement française. Après, elle est mauvaise et bonne en même temps. C'est-à-dire que pour moi, cette race aussi, elle a éliminé du circuit un petit peu toutes les personnes un peu malveillantes qui voulaient un gros molosse pour se faire respecter parce qu'ils ne sont pas capables de se faire respecter eux-mêmes. Que tous ces mecs-là, maintenant, on les retrouve dans le Malinois. Parce que le Malinois, ça coûte moins cher, il n'est pas catégorisé, tout le monde peut s'en procurer. Du coup, vu qu'ils n'ont pas eu cette loi en Allemagne, ils ont pu conserver des chiens un peu plus proches de ce pourquoi ils ont été créés. C'est-à-dire un peu plus protecteur, un peu plus gardien, un peu plus combatif. Dans les années 90, le Rottweiler était pas mal associé aux maladies, notamment à la dysplasie. On en est où de ça? Niveau maladies, franchement, maintenant, on n'en a plus beaucoup. Après, il faut savoir que la dysplasie, c'est pas vraiment une maladie. C'est un problème génétique, enfin, qui était génétique, parce qu'en fait, la dysplasie a plusieurs causes. Donc, c'est une cause génétique et une cause environnementale. Donc, moi, tu vois, par exemple, moi qui viens du cheval, qui a fait des études dans l'élevage équin, on avait ce qu'on appelle le facteur génétique et le facteur barrière, qu'on appelait, l'effet éleveur. C'est-à-dire, dans quel environnement l'éleveur a maintenu son poulain, sa progéniture, et après, dans quel lieu il le vend. Donc, nous, ce qu'on a en tant qu'éleveur, c'est on peut avoir un contrôle sur l'aspect génétique, et il faut savoir que ça fait, je ne veux pas dire de conneries, mais une quinzaine d'années qu'on pratique des radios sur nos chiens pour les classer de A, donc pour les hanches, un chien normal, à plus l'alphabet descend et plus c'est tendancieux. Nous, il faut savoir qu'en tant qu'éleveur, il y en a qui autorisent plus, mais dans l'éthique, on se dit, et pour les cotations, c'est jusqu'à C qui est autorisé. Donc C, on va dire que c'est une dysplasie très légère. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut s'amuser avec du C. Hein. L'idéal, c'est du A. Et pour les coudes, c'est 0. Et on se rend compte que de plus en plus de rots qui reproduisent sont hanche A et coude 0. Et que, bien sûr, il y a des clients qui arrivent en disant « Oui, moi je ne comprends pas, le mien, il est D. » Mais en fait,
il y a aussi voilà, le facteur environnemental. C'est-à-dire que c'est toujours mignon de voir le client, pour lui, c'est toujours mignon de voir son chiot rentrer après une grosse pluie et faire des gros dérapages sur le carrelage. Ah, c'est mignon. Mais pour les hanches ou les articulations, c'est très mauvais pour un chien en construction. Ou pareil, le client qui, à 3 mois, fait monter et descendre son chien 10 fois par jour de la voiture sans le porter. Et c'est très mauvais pour les articulations. Ou monter les escaliers. C'est très mauvais pour les articulations. Bon là, en voyant les photos et les vidéos de tes chiens qui sont absolument magnifiques, il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Est-ce que tu sélectionnes les acheteurs? Et si oui, comment? J'essaie quand même de sélectionner mes profils. Même si des fois, comme tout éleveur, je pense que tout éleveur un peu consciencieux qui aime ses chiens, sa race et ce qu'il produit, essaye de sélectionner au maximum ses clients. Des fois, malheureusement, on peut se tromper, mais oui, je fais au maximum pour trouver le bon patron pour le bon chien. C'est-à-dire que des fois, j'ai des clients qui arrivent et qui disent « Moi, je voudrais celui-là ». Et je dis « Non, avec votre profil, c'est celui-là ». Après, bon, ils le prennent comme ils veulent. Ils veulent pas, ça les regarde. Mais je ne veux pas leur vendre un chien qui, pour moi, ne leur conviendra pas. Parce que même si j'essaye de faire une lignée de travail, malheureusement, 99% de la clientèle, c'est du particulier. Donc, moi, je veux pas que à 6 mois, il me ramène le chien en me disant « Putain, il est trop actif pour nous, il m'a bouffé le canapé, je m'en sors plus, reprenez-le ». Moi, je veux que mes chiots, quand ils intègrent une famille, ça soit leur famille pour la vie. Et que ça matche le plus possible. Après, je les encourage toujours à essayer de se rapprocher d'un club canin pour essayer de leur faire naître un peu la passion du travail, quelle qu'elle soit. Encore une fois, vu que le chien peut tout faire. Moi, demain, j'ai un client qui m'appelle et me dit je fais du canicross avec mon chien. Je suis super content pour lui et pour le chien. Ils ont trouvé un truc qui match à tous les deux. Ou du dog dancing, ou toute autre discipline possible et imaginable. Du moment qu'ils font quelque chose avec leur chien, ils peuvent même chercher des trucs s'ils veulent. S'ils font un terrain pour, du moment qu'ils font un truc avec leur chien, que leur chien s'éclate et qu'eux s'éclatent avec leur chien, pour moi, en tant qu'éleveur, c'est que du bonheur. Voilà, je pense que c'est le message. Donc le travail ou le sport de manière générale, c'est sain pour le chien, ils y prennent plaisir, ils sont morphologiquement faits pour ça. Enfin, ça dépend des races, mais bon, je pense que vous avez compris, vous me connaissez maintenant. Sur cette chaîne, en général, je parle de chiens plutôt fonctionnels. Un grand merci à Florent de Josso donc d'avoir participé à cette vidéo et puis de nous avoir éclairé un peu sur l'actualité du Rottweiler dit fonctionnel, du Rottweiler de travail. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce qu'a dit Florent de manière générale, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Comme d'habitude, les propriétaires de Rottweiler, vous êtes les bienvenus à commenter, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez, que vous ayez un Rottweiler de travail ou non. Ici, on ne juge pas, il n'y a pas de souci. Les avis comptent, on débat, on parle de chiens. Dites-moi aussi si vous connaissez un intervenant de qualité, vous voudriez que je l'invite, dites-le moi dans les commentaires, ok? Si vous avez certaines races dont vous voulez que je parle aussi, n'hésitez pas à commenter. Merci encore pour tous vos commentaires de plus en plus nombreux, je le dis à chaque fois, mais oui, mais c'est comme ça, ils sont de plus en plus nombreux et comme je le dis, toujours de qualité, extrêmement courtois, donc merci encore la famille, ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à vous que cette chaîne progresse. Beaucoup de gens parlent d'une vision un peu différente du chien, d'une façon de parler un peu différente, c'est le but, alors j'espère qu'on va continuer comme ça. Merci de votre soutien, ça donne de la force, ça donne de l'énergie. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!